Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour la paix et un temps pour la guerre. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Le temps est maintenant venu de reconstruire l'histoire de l'exil du grand chef Ataï. Cette histoire a commencé lors de la révolte de 1878 en Nouvelle-Calédonie. Charles Lemire, officier des télégraphes alors en poste en Calédonie, raconte. La troupe se partagea en 3 colonnes. L'une commandée par le Gauleur, la seconde commandée par Roseille, la troisième commandée par Servan. La colonne Le Gauleur marchait sur la gauche, la seconde sur la droite et la troisième au centre. Le chef de guerre Nando fit signe à la colonne Servan de contourner avec lui le Mamelon. Devant eux se trouvaient plus de 150 rebelles, hommes et femmes. Dès que ceux-ci les apercevaient, ils tirent quelques coups de feu et fuient dans toutes les directions. Nando arrive sur la droite. Des Kanaks alliés à gauche tuent 8 révoltés et prennent 41 femmes et enfants. La colonne de Gauleur prend Ataï, son fils, 2 Kanaks et 15 femmes et enfants. Le commandant Henri Rivière, qui dirige la répression mais a délégué l'attaque du campement, donne sa version. Comme a fait Servan, le Gauleur et Gallet me racontent leur expédition. Ils s'étaient avancés sous bois, mais leur canala était troublé et hésitant. Il fallut presque les menacer. À cet instant-là, on rencontrait le campement d'Ataï. Les Kanaks d'Ataï, qui aperçurent les Blancs, s'enfuirent alors précipitamment et abandonnèrent leur chef. Ataï resta seul avec son fils, son sorcier et les 4 guerriers. Il tenait à la main un sabre de gendarmerie provenant du pillage de la foi. Il ne put s'en servir car une sagaie, lancée par un canala, lui traversa le bras. Nos alliés s'élancèrent, 2 d'entre eux frappèrent Ataï à coups de hache, l'abattirent. Louise Michel, déportée de la commune, raconte une scène digne d'un roman. Elle écrit « Sa fronde roulait autour de la tête, tenant à la main droite un sabre conquis sur les gendarmes, de la gauche un tomahawk, ses 3 fils autour de lui, et avec eux le sorcier. Ataï fit face à la colonne de blancs. Il aperçut Ségon. « Ah, dit-il, te voilà. » Le traître chancela sous le regard du vieux chef. Mais voulant en finir, il lui lance une sagaie qui lui traverse le bras droit. Ataï, alors, lève le tomahawk qu'il tenait du bras gauche. Alors, à coups de hache, comme on abat un chêne, Ségon frappe Ataï. Enfin, on trouve dans un journal un récit anonyme d'un militaire appartenant aux colonnes, détaillant les faits ainsi. 1er septembre 1878, le camp d'Ataï, situé à Amboa, est entouré par les colonnes de Le Gauleur et Gallet avec les auxiliaires de Nando. Entouré et ne sachant où fuir, ce chef Ataï vint tomber au milieu des Kanaks auxiliaires, suivi de son fils aîné, âgé de 25 ans, et d'un indigène très influent, connu sous le nom de sorcier de la foi. En apercevant Ataï, 4 Kanaks se précipitèrent sur lui et l'entourèrent. Il essaya de se servir d'un sabre de gendarmerie dont il était armé, mais un coup de sagaie qui lui traversa le bras l'en empêcha. De plus, les Kanaks auxiliaires arrivèrent si vite sur lui qu'il succomba bientôt à 2 coups de hache et tomba en poussant son cri de mort. Si les récits qui entourent la mort du chef rebelle varient, ils s'accordent tous sur la mise à mort à coups de hache d'Ataï. Ce détail est d'importance pour la suite. Étrangement, l'absence de photographie d'Ataï le fait rentrer dans la légende. Une photographie d'un chef kanak dont est tirée une gravure publiée dans l'ouvrage du géologue Jules Garnier en 1866, soit 12 ans avant la révolte, est attribuée à Ataï. Or, Jules Garnier écrit « Cet homme, nommé Kawa, était à l'arrivée des Français dans l'île chef du territoire qui s'étend sur la côte nord-est entre Touo et Yingen. Selon les spécialistes, il s'agit en effet du chef Kawa de Pouéi à Touo, sans aucun rapport avec les Kawa de la région de la Foi, auxquels Ataï est lié. Ataï, du clan d'Aweri, détenait la fonction traditionnelle de chef de guerre, c'est-à-dire le bras armé de la grande chefferie Kawa, et résidait à Fongwari avec femme et enfants. On connaît peu de choses de lui, sinon par les écrits liés à la révolte. Ainsi, le commandant Rivière en brosse le portrait.
Ataï était grand et fortement constitué, très intelligent, mais il avait 45 ans, ce qui n'est plus la jeunesse pour un Kanak. La tête grosse, le sommet du crâne chauve et les oreilles pendantes et largement percées à la mode de son pays. C'est à partir de cette description que le portrait d'Ataï est dessiné. Mais l'imagerie populaire retiendra aussi un portrait plus jeune, dont on ignore à partir de quelle source il est produit. Simon Mayer, déporté de la commune, souligne un trait de caractère d'Ataï dans son récit de souvenirs. Il écrit « Un jour où M. de Pritzbuer faisait une tournée dans l'arrondissement d'Ourail, il fit mander Ataï. Celui-ci n'était jamais vêtu que d'une casquette. Monsieur le chef d'arrondissement se plaint de votre attitude, Ataï, dit le gouverneur. Et M. de Pritzbuer ajouta « Lorsque le gouverneur vous parle, vous devez vous découvrir. » Le gouverneur avait son képi sur la tête. Ataï regarda fixement M. de Pritzbuer, puis d'une voix calme. « Quand toi quittais ta casquette, répliqua-t-il, moi ôtais la mienne. » La légende veut que dans un palabre tenu à Terramba avec ce gouverneur, Ataï se présenta ayant à la main 2 sacs, dont l'un était rempli de terre et l'autre de cailloux, et qu'il dit au gouverneur en vidant successivement les 2 sacs « Voilà ce que nous avions, et voici ce que tu nous laisses. » C'est en effet l'une des causes de la révolte de 1878. À cette époque, dirigée par un gouverneur militaire, la Nouvelle-Calédonie est une possession française depuis 25 ans. L'installation des premiers colons est favorisée par l'administration qui concède des terres et a délimité des tribus et imposé des corvées aux indigènes pour les colons et l'administration. Dès 1863, la Nouvelle-Calédonie devient une terre d'exil, une colonie pénitentiaire. En 1877, on compte environ 6 000 bagnards sur une population de 16 000 Européens et environ 25 000 indigènes, aussi nommés Kanaks. Les déportés politiques de la Commune de Paris, envoyés au bagne en Calédonie, auront des positions partagées lors de la révolte. Pour les uns, qui ont collaboré à la répression en gagnant leur liberté ou des remises de peine, c'est une aubaine. Pour d'autres, assez rares, elle marque l'abus de pouvoir de la colonie et certains communards seront solidaires d'Ataï. C'est le cas de Louise Michel, qui écrit « Parmi les déportés, les uns prenaient parti pour les Kanaks, les autres contre. Pour ma part, j'étais absolument pour eux. Il en résultait entre nous de telles discussions qu'un jour, à la baie de l'Ouest, tout le poste descendit pour se rendre compte de ce qui arrivait. Nous n'étions que 2, criant comme 30. » Pour comprendre ces points de vue différents, il faut remonter aux causes de la révolte. En début d'année, un cyclone a frappé le pays, suivi par un épisode de sécheresse qui a créé une situation de disette. Par ailleurs, l'extension d'un pénitencier agricole et des concessions de colons réduit les limites des tribus et les cultures vivrières sont régulièrement saccagées par le bétail laissé en liberté. Mauger, fonctionnaire à la direction de l'intérieur de la colonie, écrit dans son journal « La moitié d'une tribu vient d'abandonner ses cases et ses champs pour se retirer dans les gorges de la chaîne centrale. Il lui était impossible de profiter des ignames et des tarots qu'elle avait cultivés sur son territoire parce que les bestiaux des colons du voisinage les dévoraient constamment. » La métropole, qui diligente une enquête suite à la révolte, pointera du doigt la commission de délimitation. Celle-ci, qui a pour but d'apprécier les demandes des limites des tribus et concessions, ne joue pas son rôle. Dans son rapport d'enquête, le général de Trintignant écrit « Cette commission, soumise à la fois aux pressions de l'administration et à celles des colons, ne manifeste pas beaucoup de courage ni de logique. Elle note « Dans la vallée de la Font-Wari, les indigènes ont été refoulés dans les parties montagneuses et ingrates, où il leur reste à peine des terres de culture suffisantes à leur existence. Cependant, elle conclut en proposant d'étendre encore le pénitencier dans la direction de l'Est, en annexant une partie du territoire de ces tribus. » Il ajoute « L'absence de tout contrôle autorise toutes les friponneries. L'administration locale fait traîner les choses, jouant sur la longueur des distances et des délais pour ne pas s'exécuter. » L'Église, sous la plume de l'archevêque de Nouméa, Hilarion Fraisse, en 1879, ne dit pas autre chose. La cause de l'insurrection n'était autre que la série de vexations que les Kanaks avaient eu à endurer. Il ajoute cependant de manière lapidaire « Il n'y avait pas de complot d'ensemble. Les officiers seuls ont voulu faire croire à ce complot pour se donner le mérite de l'avoir déjoué. » En effet, la presse de l'époque, comme les militaires en poste dans la colonie,
y voient un complot du peuple conquis contre le peuple conquérant, pour reprendre les mots du commandant Rivière. La presse populaire va dramatiser la révolte en soulignant le complot de la sauvagerie contre la civilisation à grand renfort d'images d'Épinal. Cependant, sans voir un complot, on peut parler d'alliance. Ataï a tenté par des jeux d'alliance coutumières le ralliement des différentes chefferies voisines. Il obtient le ralliement des Moindous, avec le chef Baptiste, mais aussi des Bouloupari, avec le chef François. Cependant, l'assassinat du colon nommé Chêne le précipite dans la guerre sans avoir consolidé les alliances avec les plus puissantes chefferies de la région, en particulier avec les Kanala et leurs chefs Gélima et Kaké. Ces chefferies de Kanala ont hésité sur la stratégie à mener. Selon certains historiens, Gélima et Kaké auraient cherché à sanctuariser le conflit tout en maintenant leur influence dans la région. Ils optèrent pour que Nondo, chef de guerre, aide la répression du côté de Ouraï et en finisse avec Ataï. Selon le récit quasiment épique de Rivière, qui s'accompagne de gravures marquant l'imaginaire de l'époque, c'est Servan qui fait basculer les Kanala du côté européen. Les troupes de Kanala, menées par le chef de guerre Nondo, sous le commandement de Servan, s'engagent alors dans la répression du côté d'Ouraï. Sur ces photos, datées de janvier 1878, un lieutenant de vaisseau bedonnant, proche de la cinquantaine, est identifié comme Servan. Or, Rivière écrit « Servan a 30 ans et lorrain. C'est une tête carrée, aux cheveux coupés ras sur un corps qui a ses proportions exactes de résistance et de vigueur. » Il ne peut donc s'agir de Servan. Par ailleurs, en janvier, l'insurrection n'a pas encore éclaté. Certains historiens pensent qu'il s'agit de janvier 1873, date de la création d'une police rurale indigène. Si la révolte n'est pas arrêtée après la mort d'Ataï, marquée par le télégramme qu'envoie le gouverneur de la colonie à Paris, elle est fortement affaiblie et s'éteindra quelques mois plus tard. Au total, selon les sources, la révolte laissa 200 morts européens et environ 1000 morts chez les Kanaks, ainsi que 800 déportés des villages déplacés ou abandonnés. Si dès le début de la révolte, Ataï est recherché et sa tête mise à prix à 500 francs, il n'est pas le seul. Les chefs Baptiste et François le sont aussi. François, qui avait rejoint Ataï en juin 1878, est capturé puis fusillé en avril 1879. Tandis que le 1er septembre, alors qu'Ataï tombe à Amboa, Baptiste est tué le même jour. Tous deux sont décapités. La mise à prix des têtes de rebelles dans les guerres coloniales est une pratique courante et sert de preuve permettant ainsi d'attribuer la récompense financière. Cet usage, qui continuera jusqu'en 1917, est encouragé par la science de l'époque. Le professeur Broca écrit à l'intention des voyageurs et médecins dans son manuel d'instruction pour les recherches anthropologiques. Recueillir le plus grand nombre possible de crânes de chaque race. Pour éviter toute confusion, écrire à la plume sur l'un des pariétaux le lieu précis d'où provient le crâne. Dire s'il a été trouvé sur le sol ou dans un tombeau. Ajouter le nom de la tribu et de la race auquel on croit pouvoir le rapporter. Enfin, si l'on a connu l'individu vivant. Inscrire son nom, son sexe et son âge au-dessous des indications précédentes. Le commandant Rivière raconte l'arrivée des têtes après l'attaque. Des baïonnettes qui s'abaissent. Les têtes roulent sur une table qui se trouve là. Ce sont les têtes d'Ataï, de son fils, de son sorcier et de 4 de ses guerriers. Le visage d'Ataï s'est affaissé. Les paupières tombent avec lourdeur sur les yeux. Les traits sont relâchés dans une sorte de repos morne. La tête de son fils, un adolescent, s'est endormie dans la mort. La tête du sorcier est celle d'un nain, grosse et difforme. Les têtes des 4 guerriers ont les traits convulsés par l'angoisse de la hache qui frappait par saccades en les séparant du tronc. Quand on les a bien vus, le médecin d'Ulisquet et ses infirmiers les prennent et les emportent. Simon Mayer apporte un complément sur Ataï qui n'est pas partagé par les chroniqueurs de l'époque. Il écrit « Sa tête, tranchée, a été exposée à Nouméa, puis envoyée en France. John Stanley James, envoyé spécial du Sydney Morning Herald en Nouvelle-Calédonie pour couvrir la révolte, affirme le contraire. Il dit
On trouve une déclaration tout à fait inexacte dans les colonnes d'un journal de Sydney. Voici la vérité. Les têtes d'Ataï, de son fils et du sorcier de la tribu furent coupées par les indigènes qui les prirent par surprise. Elles furent envoyées à Nouméa et apportées dès leur arrivée à l'hôpital, avec ordre express du gouverneur de ne pas les montrer au public. On refusa même l'autorisation de les photographier, à la déception de la communauté tout entière. Cette thèse est validée par l'examen de la qualité de conservation des têtes que fait Broca lors de la réception des pièces en séance du 23 octobre 1879 à Paris. On y lit dans le compte-rendu. Après le combat, leurs têtes furent coupées, ainsi que la main d'Ataï, et apportées comme des trophées au camp français par les auxiliaires indigènes. Ce fut ainsi qu'elles furent mises à la disposition de M. Navarre, qui les scella dans des boîtes de fer blanc remplies d'alcool phéniqué. Ces pièces sont arrivées ici dans un parfait état de conservation. Elles n'exhalent aucune odeur et nous espérons même que les cerveaux, quoique laissés dans leur crâne, seront encore bons pour l'étude. L'examen des mouvements du port indique que c'est le Navarin, navire militaire, qui transporte les têtes entre Nouméa et Brest. La lecture de la liste des passagers ne fait pas apparaître le médecin-chef Navarre. Il semble en effet que les colis contenant les têtes soient transportés avec les courriers de manière ordinaire par la navette militaire. Dans l'Univers illustré du 11 janvier 1879, on peut lire: un de nos confrères annonçait l'autre jour que le prochain paquebot venant de la Nouvelle-Calédonie apporterait en France la tête d'Ataï. Il est donc à supposer que la tête d'Ataï figurera au muséum. On peut prédire que s'il en est ainsi, elle excitera une vive curiosité. Après 4 mois de traversée, le don du médecin Navarre à la Société d'anthropologie arrive à Paris. À cette époque, les recherches sur le vivant font l'objet d'intenses activités. La Société d'anthropologie de Paris, créée en 1859 par Paul Broca, est une société savante qui attire très vite le tout Paris. Nombreux sont ceux qui souhaitent contribuer à cette discipline naissante en faisant des dons. C'est le cas de Navarre. Broca écrit en introduction à son manuel d'instruction générale à l'anthropologie. L'homme, cependant, n'est pas plus difficile à observer qu'une plante ou un insecte. Tout médecin, tout naturaliste, tout voyageur attentif et persévérant peut le mesurer et le décrire méthodiquement sans avoir besoin de s'y préparer par des études spéciales. Le but de la Société d'anthropologie est de fournir à tout homme de bonne volonté, voyageur ou sédentaire, les moyens de concourir, par ses recherches, au progrès de la science anthropologique. En 1884, la Société comptera plus de 500 membres. Victime de son succès et trop à l'étroit, Broca obtient de la faculté de médecine la concession d'un vaste grenier dans le bâtiment dit « réfectoire des Cordeliers ». Tout ce local fut aménagé et affecté à la Société, qui y transporta sa bibliothèque et ses collections. C'est dans ces lieux, et lors de la séance du 23 octobre 1879, que Broca poursuit la description des têtes. Il dit: La magnifique tête du chef Ataï attire surtout l'attention. Elle est très expressive. Le front surtout est très beau, très haut et très large. Les cheveux sont complètement laineux, la peau tout à fait noire, le nez est très platyrinien, aussi large que haut. La main, large et puissante, est très bien conformée, si ce n'est que l'un des doigts est rétracté par suite d'une ancienne blessure. Les plis palmaires sont semblables aux nôtres. La tête du sorcier est d'une petitesse tout à fait extraordinaire, très irrégulière, plagiocéphale, couverte de cheveux abondants, noirs, raides et tout à fait droits. L'extrême petitesse du crâne et par conséquent du cerveau prouve en outre qu'il devait être stupide, sinon tout à fait idiot, et cela expliquerait la vénération dont il était entouré dans sa tribu, qu'il avait élevé au rang de sorcier. On sait que les peuples sauvages, sans parler de beaucoup d'autres, attribuent l'idiotie, la folie, l'épilepsie, toutes les infirmités cérébrales à des possessions et donnent souvent un caractère de sainteté aux malheureux qui en sont atteints.
Pour comprendre ces jugements parfois blessants, il faut se plonger dans le contexte de l'époque, au XIXe siècle, où les théories qui hiérarchisent aussi bien les espèces animales que le domaine social pénètrent profondément l'Occident. La recherche de race, de classe et de hiérarchie en tout genre irrigue la société industrielle de l'époque. Si l'esclavage n'est officiellement supprimé que depuis 30 ans, les conquêtes coloniales continuent. À l'issue de cette séance, Félix Flandinette, attaché au laboratoire de Broca, procède au moulage de la tête suivi de sa coloration. La tête vient rejoindre alors une collection de bustes déjà importante. Puis c'est au tour du premier assistant de Broca, Théophile Chudzinski, de procéder immédiatement après à la découpe du crâne et à l'examen du cerveau, afin de poursuivre l'inlassable collecte de mesures en tout genre. C'est dans cette dynamique que Broca et son école développent et étendent la craniologie, c'est-à-dire l'étude des crânes et donc des cerveaux, en adoptant une démarche essentiellement biométrique dont les bases servent encore aujourd'hui. La Société d'anthropologie mesure, classe et stocke quantité d'informations grâce à ces outils. L'anthropologue Valois écrit à propos de celle-ci. C'est à la Société que Broca a présenté les résultats de ses recherches fondamentales sur la mise au point d'une technique anthropologique. Description du stéréographe, des goniomètres faciaux, du tropomètre, des divers instruments endocrâniens, détermination du cubage des crânes, établissement d'une échelle chromatique pour les cheveux et les yeux, etc. C'est là, enfin, qu'il présenta le cerveau d'aphasique, qui a apporté la première théorie des localisations cérébrales. Broca a une influence considérable sur la discipline. S'éloignant de la phrénologie, c'est-à-dire l'étude des bosses du cerveau, supposée refléter les caractères des individus, mais conservant la tentation de rapprocher la forme et le volume du crâne à l'intelligence, voire à la race. Cependant, ces études qui devaient mener à une hiérarchisation des races par l'intelligence conduisent à un résultat contraire aux attentes et aboutissent en définitive à une absence de déterminisme de l'intelligence en fonction de la forme et du volume crânien. Néanmoins, la Société d'anthropologie conservera tous ces crânes dans ses locaux. À côté des pièces du laboratoire et des locaux propres à l'école d'anthropologie, la Société possédait une vaste pièce qui servait de bureau et de bibliothèque, et aussi le musée dit Musée Broca, après sa mort en 1880. Pendant longtemps, les crânes restent dans le musée Broca, au réfectoire des Cordeliers. Mais à partir de 1940, la Société d'anthropologie déménage une partie de ses collections au musée de l'Homme, en dépôt. Une autre partie, cédée à celui-ci, part rejoindre la collection d'ethnographie. La collection Broca est alors un peu oubliée dans les armoires du musée de l'Homme. Si la première recherche du crâne est incluse dans celle du retour du patrimoine culturel kanak initié par Jean-Marie Tchibaou, celle-ci ne faisait pas partie des accords de Matignon, comme l'indique l'ancien directeur de cabinet du ministre Louis Le Pinsec. Ceux qui ont participé à la négociation de Matignon, que j'ai rencontré bien sûr, qui j'étais en contact, n'ont pas de souvenir qu'au moment de la négociation, on ait évoqué la question du retour des reliques du grand chef Ataï. Il y avait eu une demande officielle, je crois en 1989, pour savoir si on avait dans les collections le crâne d'Ataï et du sorcier. Et à ce moment-là, on avait dû regarder dans la collection principale du muséum, où évidemment il ne pouvait pas figurer, puisqu'il n'en a jamais fait partie. Et dans la collection Broca, comme on n'avait pas fait l'inventaire précis de ce qu'il y avait dans les armoires Broca, on a dû regarder dans le fichier. Et dans le fichier, il n'y avait pas de fiche au nom d'Ataï, assez curieusement. Il y avait une fiche sur le sorcier, il y avait une fiche sur l'ensemble des collections de Nouvelle-Calédonie. Cette recherche infructueuse génère une réponse étrange qui est reprise par le ministre de l'Outre-mer Louis Le Pinsec dans sa réponse lors d'une question au Sénat en 1989. Seuls les muséums d'histoire naturelle semblent susceptibles d'avoir reçu ces dépouilles. Certains de ces muséums ont été endommagés parfois très gravement lors des bombardements de Normandie. Explication donnée lorsqu'il avait été question de restituer coutumièrement le crâne du grand chef Ataï. Cette réponse scellera pour un temps la poursuite des demandes, comme le confirme Alain Chrisnart lors de l'accord de Nouméa. Ça n'a pas été un objet de discussion dans la négociation, ça c'est clair. Mais déjà, Ataï est devenu une figure symbolique, une icône pour les artistes de rue. C'est aussi un produit pour un marché. Le crâne, toujours bien rangé dans son placard, y reste jusqu'au jour où, par hasard, il est redécouvert par Philippe Mencier.
J'étais à la recherche de crânes susceptibles d'être exposés avec des crânes qui auraient vraiment toutes leurs dents, qui soient vraiment présentables au public dans le cadre d'une exposition. Donc j'ai regardé aussi dans les armoires Broca s'il y avait de tels crânes qui soient complets, quoi. Et c'est comme ça que j'ai fait toutes les portes de ces collections qui n'étaient jamais étudiées. Et je me suis aperçu qu'il y avait des crânes de Nouvelle-Calédonie qui étaient en parfait état. Et c'est là que j'ai vu sur un crâne que c'était écrit Ataï. Étrangement, cette redécouverte est gardée sous silence, tout comme la disparition de la fiche d'Ataï dans le fichier mécanographique quelques années auparavant. Le musée de l'homme garde ses secrets et son crâne jusqu'au jour où... J'ai appris pendant la grève du musée de l'homme. Le musée de l'homme a été en grève pendant 3 mois en 2001. À ce moment-là, Didier Deninck, qui écrivait son roman sur Ataï, est venu au musée de l'homme pour savoir si on avait le crâne d'Ataï. Et il est tombé sur un piquet de grève qui lui a dit « Non, non, on ne reçoit personne ». Et donc moi, je n'ai pas eu affaire à Didier Deninck parce que forcément, je lui aurais dit qu'on avait bien le crâne d'Ataï. Quelques années plus tard, j'ai pu faire transmettre à Didier Deninck, quand la question s'est à nouveau posée, et qu'on avait bien ce crâne. Mais la publicité qui en est faite attise de folles théories sur l'authenticité du crâne. L'authenticité elle-même a été prouvée lorsque on a fait un scan 3D du crâne d'Ataï et on a comparé le scan au moulage mortuaire du crâne d'Ataï. Et alors, ça correspond parfaitement. C'est d'ailleurs impressionnant de voir cette correspondance. Donc, en effet, le crâne d'Ataï est bien le crâne d'Ataï. L'examen attentif du crâne par reconstruction numérique montre clairement l'impact d'un objet tranchant qui confirme sa mise à mort à coups de hache. Le crâne, c'est toujours l'une des parties du corps les plus importantes. Autrefois, le corps défunt a été d'abord laissé à pourrir, et ensuite on attendait le moment où le crâne se détachait, que les deuilleurs ensuite installaient à l'autel des crânes des ancêtres. Et les informations des vieux d'ailleurs nous citent les lieux dans lesquels il y avait des collections de 10, 20 crânes, une sorte de collection familiale à la Broca, modèle Société Kanak. Jusqu'alors, la demande de restitution demeurait principalement dans un cadre patrimonial et symbolique. Pour nous, c'est quelque chose de vraiment important, de pouvoir retrouver la tête du vieux grand-père, parce que nous ne pouvons négocier quoi que ce soit aujourd'hui. À partir du moment où on a coupé la tête de quelqu'un qui a donné sa vie pour tout l'ensemble du peuple kanak. Mais dès cette période, le grand chef Berger Kawa, membre du clan d'Ataï, entreprend des démarches officielles de retour dans un cadre clanique. Au niveau familial, d'abord premièrement, et au niveau du clan, nous avons estimé que la France doit nous rendre la tête du vieux pour qu'on fasse un stèle en sa mémoire sur sa terre. Les demandes de la part du clan s'intensifient. Mais la restitution tarde pour des raisons juridiques et coutumières. La position de l'État est claire. Oui, cette relique a vocation à revenir en Nouvelle-Calédonie. Le problème du retour, il me semble qu'il était plutôt à Nouméa, parce que évidemment, c'est pas le retour d'un objet d'art, c'est le retour d'une relique humaine, et donc il y avait toute un itinéraire coutumier à retrouver vis-à-vis des clans pour cette restitution. Le Sénat coutumier est alors chargé du retour. Et après un long travail préparatoire aboutissant à une convention entre les clans et le Sénat coutumier, le retour des dépouilles est rendu possible. Je suis très content parce que ça ouvre une nouvelle étape bien sûr, de toutes les démarches à laquelle on a entrepris. Moi, j'ai commencé à parler depuis 2006. Ça va permettre de faire le nécessaire pour que le vieux retrouve sa terre natale. Le 1er septembre, date anniversaire de sa mort il y a 136 ans, est choisi pour son retour de manière symbolique. Aujourd'hui, c'était simplement pour clarifier les choses entre nous. Et les prochaines étapes, c'est toutes les discussions au niveau gouvernement et État. Car aujourd'hui, nous avons bien précisé aux familles ainsi que les coutumières que c'est une démarche pays. Le processus de retour est alors enclenché. La Calédonienne Pascale Joanneau, chargée du retour, raconte.
Le musée de l'Homme est un des sites du Muséum d'histoire naturelle. Le Muséum d'histoire naturelle, c'est une grande maison, une vieille maison, qui a plusieurs sites, dont le Jardin des plantes, où sont actuellement les collections d'anthropologie, parce qu'on les a déménagées du Musée de l'Homme vers le Jardin des plantes, parce que le Musée de l'Homme est en réfection. La politique du muséum, c'est de dire que les restes humains qui ne sont pas anonymes, lorsqu'ils sont demandés par des personnes qui ont intérêt à agir, à ce moment-là, on fait les démarches pour pouvoir les restituer lorsqu'ils sont rentrés dans des collections du muséum et qui sont des collections Musée de France. Ce qui s'est passé pour le crâne du grand chef Ataï et de son compagnon, c'est que ces deux crânes n'étaient pas dans les collections du muséum, mais étaient en dépôt par la Société anthropologique de Paris dans les collections du muséum. Donc ce n'était pas des collections du muséum. La Société anthropologique de Paris est une association loi 1901. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réuni un conseil d'administration et ils ont voté une motion pour dire qu'ils se dessaisissaient de ces biens qu'ils avaient mis en dépôt au muséum, qui sont devenus juridiquement ce qu'on appelle des biens sans maître. Nous les avions dans nos collections. Les autorités coutumières qui avaient intérêt à agir ont demandé le retour de ces deux restes. Et c'est comme ça que tout s'est mis en place petit à petit. C'est une grosse organisation, mais les choses se font. Comme tout débute par un échange coutumier en Calédonie, Thomas Grenon, directeur du muséum, avec la ministre des Outre-mer, Georges Paul Langevin, se plie à la tradition et reçoit la délégation par un geste coutumier. Les coutumes, composées de tissus et de billets qui symbolisent les liens et l'échange, marquent avec les paroles échangées le respect et la confiance nécessaires à toute transaction. Grand chef et toute la délégation, je vous avais assuré que le muséum ferait tout ce qui est en son possible pour pouvoir permettre le retour des restes du grand chef Ataï et de son compagnon en Nouvelle-Calédonie parmi les siens. Je suis très heureux avec Madame la Ministre de pouvoir tenir parole aujourd'hui. On va maintenant rentrer dans la grande case du muséum, qui est cet amphithéâtre qui est à côté de nous, pour à la fois avoir une manifestation privée de recueillement et puis après partager avec le public ce moment. Et maintenant, vous pouvez aller les prendre. Allez les prendre. Bon, ben maintenant, on va pouvoir aller dans le foyer. Grand chef Berger Kawa, Madame et Messieurs les membres des clans, on va commencer la cérémonie. Je vais vous expliquer comment on va faire. Donc, Monsieur Grenon et moi-même allons vous déposez les reliques et après, Madame la Ministre vous les remettra officiellement. Et ensuite, on aura un moment de recueillement, tous ensemble. Et après, nous partirons vers le grand amphi. C'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de respect que je participe à cette cérémonie et que j'ai l'honneur, au nom de l'État français, de vous restituer ces reliques. Je vous en remercie, surtout pour avoir gardé bien précisément les deux bonnes discussions entre tout le peuple de Calédonie avec l'État. Je vous remercie. Merci. Maintenant, c'est Christophe Guitcha qui va procéder à la mise dans les reliquaires. Christophe, tu mets les crânes ?
Merci Christophe. Avant de fermer les reliquaires, le clan Lawiri, grand chef, vous allez pouvoir vous recueillir. Après, les autres pourront se recueillir et nous partirons dans l'amphi. Cette cérémonie va se dérouler en 2 temps ici, et puis ensuite nous sortirons tous ensemble planter un arbre. Donc là maintenant, je vais laisser la parole au directeur général du muséum qui accueille cette cérémonie. Monsieur Grenon. Nous voilà aujourd'hui réunis pour la cérémonie du retour en Nouvelle-Calédonie des crânes du grand chef Ataï et de son compagnon dit le sorcier. Ce moment de respect, de recueillement, est aussi le moment d'un deuil qui n'est pas clos. Monsieur Géry de Latière, qui vient de Nouvelle-Calédonie. À la lecture du préambule de l'accord de Nouméa, ce geste permet d'éclairer une zone d'ombre du passé colonial de l'île. Aujourd'hui, l'histoire de 1868, celle d'Ataï et des tribus alors exterminées, mais aussi celle du colonel Galipasbok, des militaires, des familles de colons massacrés et de toutes les victimes de cette tragédie constitue un pan de l'histoire commune des Néo-Calédoniens que ceux-ci doivent accepter et regarder en face à l'heure où le pays veut se tourner vers un destin commun. Je vous remercie. Merci Géry de Latière. Je vais donner maintenant la parole au grand chef Bergé-Kawa. Madame la ministre, je ne vous cache pas, je suis ému. J'ai attendu ce moment depuis de longues années. Bien entendu, je commençais à désespérer de ne pas pouvoir assister de mon vivant au retour de mon aïeul. Même si dans le préambule de l'accord de Nouméa, la France reconnaît ses torts et reconnaît avoir signé des actes unilatéraux, ces accords écrits ne pouvaient, à mon grand regret, ni prévoir ni même imaginer l'émotion intense et l'angoisse indescriptible que je ressens actuellement face à ces reliques. Encore une fois, merci Madame la Ministre pour ces gestes forts qui vous honorent tout autant qu'il honore le peuple français. Vive la France et vive la Canada. Je tiens à vous dire mon humilité et mon émotion devant l'honneur qui m'a été fait aujourd'hui d'être celle qui, au nom de l'État français, a permis au grand chef Ataï et à son compagnon de regagner leur terre natale. Je vous remercie tous et je sais que nous aurons encore des moments à passer ensemble pour avancer sur le chemin de la paix et de la réconciliation en Nouvelle-Calédonie. Merci. Merci. Madame la ministre, le grand chef et Thomas Grenon vont monter planter un arbre maintenant. C'est bon ? Lorsque Bergé-Kawa a écrit au président de la République, la réponse a été « on va demander au Sénat coutumier de s'en occuper ». Et ça, c'était très bien, parce que le Sénat coutumier qui a été créé par l'accord de Nouméa avait toute légitimité pour faire le lien entre les institutions de la République et les coutumiers. Et là-dessus, le Sénat coutumier nous a énormément aidés de tous côtés, parce qu'ils ont su mettre de l'huile dans tous les rouages pour essayer justement que ça se passe au mieux et amener
jusqu'à aujourd'hui l'affaire, on va dire, avec beaucoup de diplomatie, de patience et de sérénité. Dans la nuit, une assemblée silencieuse est venue accueillir les reliques. Le retour du crâne du grand chef Ataï, ça n'est pas une manière d'apurer le passé. Mais aujourd'hui, cette restitution, au fond, c'est un retour qui contribue à cette idée que le passé est accepté. Et au fond, le retour du crâne du grand chef Ataï, c'est une partie de la restitution au peuple kanak de son identité. Et cette restitution d'identité, elle n'est pas contre les autres communautés calédoniennes qui ne peuvent construire leur identité, comme je crois le préambule et l'accord l'ont bien établi, qu'en reconnaissant cette identité-là. La délégation des sénateurs coutumiers signe, par ses dons et ses paroles, le respect de toutes les aires coutumières du pays. Accueillir les deux vieux. Au nom du pays kanak, on a tenu à honorer les deux vieux. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour commémorer, pour recevoir ce qui est notre histoire. Le haut-commissaire de la République marque la continuité de l'État dans ce retour. Chef de clan, autorité coutumière, je voudrais d'abord vous remercier de m'accueillir ici ce soir avec vous. C'est un moment d'émotion et je suis ému avec vous de le partager. C'est un moment de reconnaissance. C'est un moment où l'État français, que j'ai l'honneur de représenter ici, manifeste le respect qu'il doit aux deux vieux qui dorment dans ce cercueil. Je prends ce moment au-delà de l'émotion, d'une émotion personnelle, comme un signe, comme un symbole de paix, de pardon, de réconciliation, et comme une volonté de regarder ensemble vers l'avenir, de travailler ensemble à l'avenir, au destin commun que tous nous devons construire pour ce pays. Merci à vous tous les chefs. Merci à tous ceux qui sont là ce soir, qui ont donné de leur temps pour pouvoir venir assister à l'arrivée des deux grands-pères. Donc les deux vieux vont remonter vers Saramé. Enfin, les familles et alliés proches du clan accompagnent le cortège jusqu'à la tribu du Petit Coulis, où la veillée durera une nuit et un jour. La revendication de la République et je tiens à le remercier de la remercier aussi au passage le Sénat coutumier qui, à travers la convention... Cyprien Kawa, fils de Berger Kawa, au nom du clan,
ponctue toute cette longue journée de veillée de remerciements des témoignages qu'il reçoit. La démarche portée par la Fondation Ataï que je vous demande d'applaudir. Le processus de deuil lui-même est assez complexe parce qu'il est d'abord autour de la dépouille de la personne qui doit être vue, qui doit être touchée, qui doit être habillée, qui doit être embrassée. C'est le dernier adieu qui est fait au défunt est extrêmement important, et toujours. Il y a une relation à la mort qui est une relation de proximité. Il n'y aura pas d'autres visites où on pourra, un moment où on pourra venir se recueillir. Et ensuite, il y a cette période qui est une période d'indécision après la date du décès, pendant laquelle l'âme, finalement, est indécise sur sa situation. Est-il encore vivant ou est-il mort? Et les processus de deuil, les rituels, les discours, les pleurs, les larmes, les lamentations sont là pour aider aussi le mort à opérer cette transition entre l'état d'ancien vivant vers celui d'esprit ancestral décédé. Et c'est ensuite que l'âme prend le chemin des morts qui va le conduire vers les pays sous-marins. Et aujourd'hui, dans les rituels de mort, on cite toujours ces chemins anciens, même si les gens sont chrétiens, il y a toujours ce souvenir que la mort n'est pas une fin, c'est une transition, que cette transition doit être accompagnée par les vivants et que cette transition suppose un cheminement qui va aller de l'air libre du vivant et du souffle de vie vers le monde inverse du liquide et de la mer. Encore un grand merci de vous être associés à cette journée pour qu'elle soit à l'honneur de nous qui vont passer depuis 136 ans la première nuit ici à la tribune de Coupe. On vous remercie de votre présence. Merci de garder les chemins pour rejoindre les vieux et vous venir vers ici pour voir vos familles. Merci à toutes les mamans qui nous ont suivis, soutenus pendant le travail. Merci à vous. Cueille. Oui. Des reliques qui ont près de 150 ans, 130 ans d'âge, c'est extrêmement complexe parce que ces rituels supposent que les individus soient connus non seulement en tant que personne humaine unique, mais également en tant que personne sociale. On existe par ce réseau social en fait. On est à la fois individu et en même temps on est un des points d'un réseau social extrêmement vaste qu'il est très important de connaître. Il nous manque des informations essentielles sur sa parenté, qui est sa mère. De quel clan descend sa grand-mère? On sait que dans les rituels de deuil interviennent aussi les grands-parents maternels, ce qu'on appelle les pompements en aïeux. C'est aussi une forme de rappel des liens anciens et donc des alliances à maintenir. Donc le deuil est l'occasion non seulement de remercier de la vie donnée et de s'excuser de la vie partie, mais aussi d'inciter de nouvelles alliances pour que les jeunes femmes reprennent le chemin des herbes couchées par leur grand-mère pour les coucher dans l'autre sens et repartir créer les alliances qui sont le souffle de vie de ces clans. Le travail n'est pas fini. Il commence à partir de ce soir. On va mettre grand-père, il faut rester éveillé, les yeux ouverts, écouter et se préparer pour les choses qu'on a encore à faire durant les 1 an pour qu'au 1er septembre 2015, ce long parcours qu'on aura parcouru ensemble puisse nous emmener à la réussite. Les gestes coutumiers et les hommages une fois rendus, les reliques sont enfermées pendant 1 an en attendant leur demeure définitive dans un lieu qui reste à déterminer. Si le retour du crâne d'Ataï marque la fin de son exil, son histoire n'est pas encore finie. Ce qui est sûr, c'est que Ataï continuera à inspirer des générations dans une apparence désormais à jamais changée.